assassinat dans un village. Les autres, ils ont brûlé. Et la garde à vue continue. Voilà les questions auxquelles devra répondre l'IGF. Talk about a bad week. Pas de mobile, pas de suspect, aucune piste officielle. Au sommaire de cette édition, notre enquête à Vezay, dans le Doubs, sur le meurtre de Frédéric, 37 ans. Mon gamin est mort, notre gamin est mort. Il a été tué, ils nous ont tué notre gamin. Frédéric était la bête noire du village. Et depuis qu'il est mort, il n'y a plus de vol. Hein. Mais il en a fait des tours de con. Il devait finir comme ça. Charles Beau, le meurtrier présumé, l'a-t-il tué accidentellement comme il le prétend? Il nous a libérés d'un poison, hein, un vrai poison. Le portrait de la semaine, Perrine Rogier-Thubert, lieutenant à la police scientifique. La spécialité de cette experte, les scènes de crime. Apparemment, enfin certainement un corps humain, en tout cas au moins une partie de corps humain. Le reportage de la semaine avec Police Secours dans les rues du 11e arrondissement de Paris. Les week-ends sont chauds. Non, j'arrive, monsieur. Pourquoi vous faites ça? Monsieur, c'est la police. Histoire de star, Michel Mercier, la star des années 60, l'interprète d'Angélique, marquise des Anges, est aujourd'hui une femme ruinée. Victime d'un escroc, elle porte plainte. Je n'ai plus rien à moi. Absolument plus rien à moi. Mais d'abord notre enquête dans le Doubs, sur le meurtre de Frédéric, 37 ans, la bête noire du village. Vezay, un petit village de 180 habitants à 40 km de Besançon. Le 14 juillet dernier, un corps est retrouvé dans une grange, lardé de 3 coups de couteau. C'est Frédéric Badet, 35 ans. Sa mère l'a découvert le lendemain soir. Frédéric était allongé là, la tête contre le mur, replié, ses pieds jusque-là, tout du long, à 20 cm de la pierre. Et mon mari dit, qu'est-ce que tu fais? Tu t'es pas bien? T'as mal? T'as quelque chose? Puis il a touché le visage, il a dit, mon fils est mort. Mon gamin est mort, notre gamin est mort. Il a été tué, ils nous ont tué notre gamin. Et puis, je dis non, c'est pas possible. Je faisais les massages, reviens Frédéric, mais reviens, mais parle-moi, mais dis-moi quelque chose. Et puis, il n'est pas venu. Puis voilà. Pour Jacqueline, la douleur est insupportable. Mais elle va découvrir que le village se réjouit de la mort de son fils. Ils ont dit le fils Badet a été poignardé. Bravo qu'ils ont fait, bravo, bravo tueur. Pour la plupart des habitants, la mort de Frédéric est un soulagement. Il nous a libérés d'un poison, hein, un vrai poison. Oh. Et depuis qu'il est mort, il n'y a plus de vol. Hein. Mais il en a fait des tours de con. Hein. Il devait finir comme ça. L'enquête démarre. Pour le procureur, la piste d'un conflit de voisinage est sans doute à privilégier. Il a sûrement eu un contentieux avec quelqu'un qu'il connaissait ou qu'il ne connaissait pas, on n'en sait rien, qui a mal tourné. Mais qui est le meurtrier? Au village, tout le monde s'interroge. Estelle est un témoin capital de l'affaire. C'est son mari, Charles Beau, qui serait le tueur. Les faits se déroulent dans la nuit du 13 au 14 juillet. Estelle et Charles sont couchés vers 2 h du matin. Charles entend du bruit provenant du jardin des voisins. Il pense à un cambriolage. Il se lève, attrape un couteau de cuisine et se dirige vers le cabanon des voisins. Les voisins ne sont pas là, il n'y a pas de voiture, il n'y a rien. Voilà la lumière qui bouge. Sans plus, le portail est un petit peu entrouvert. Donc il se dit, il y a vraiment quelqu'un. Donc il a voulu aller voir de plus près. Donc là, il est arrivé devant le portail, il a ouvert un peu le portail. Et à ce moment-là, d'après ce qu'il m'a dit, Frédéric sera sorti à ce moment-là du cabanon aussi. Donc Charles lui a dit, qu'est-ce que tu fais là? Et ils se sont battus, quoi. Charles donne 3 coups de couteau, puis les 2 hommes se séparent. Le temps qu'ils se battent, comment on va dire, très vite,
Frédéric serait reparti par là. Et Charles a couru là pour voir et il remontait la rue pour aller chez lui. Puis Charles vient retrouver sa femme, comme si de rien n'était. Il est remonté se coucher. C'est là que je me suis réveillée. Il était 3 heures. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il m'a dit, je suis sortie, j'ai entendu du bruit. Il m'a dit, c'était Frédéric. Il m'a dit, je me suis battue, j'y ai fait peur, il est reparti. Voilà. Le lendemain matin, Estelle part au travail. Vers midi, elle retrouve son mari chez des amis. Et vers 17h, il rentre à la maison. On est revenu l'après-midi, puisqu'on était au 14 juillet invités. On est revenu le soir, il y avait la gendarmerie et ils nous ont annoncé le décès de Frédéric Badet. À partir de ce moment-là, Estelle remarque un changement dans l'attitude de son mari. J'avais un doute. J'avais un doute du comportement de... C'était ma moitié, donc je me doutais le comportement qu'il avait n'était pas normal. C'est-à-dire? Il se renfermait. Il trouvait toujours une excuse pour pas être en face de moi, pour pas que je voie qu'il allait pas bien. Les gendarmes découvrent des traces de sang qui les mènent jusqu'au cabanon. Ils font une enquête de voisinage. Les soupçons se portent très vite sur l'époux d'Estelle. Mis en garde à vue, il avoue. C'est bien lui qui a porté les 3 coups de couteau à Frédéric Badet. Je l'ai revu le mardi en fin de journée pour lui amener à manger. Ils m'ont dit mercredi il partira à Besançon. Mercredi matin, j'étais le voir, puis il est parti. En prison. Je m'excuse. Depuis, Charles Beau est incarcéré. L'autopsie montrera qu'il a frappé Frédéric au cœur, au foie et à la clavicule. Sa femme ne comprend toujours pas son geste. Mon mari, c'est quelqu'un de très calme, qui parle très peu, qui est très réservé, mais qui est très gentil, qui était serviable avec beaucoup de monde. Vous l'appeliez à n'importe quelle heure pour rendre service, il partait, quoi. Il n'y avait pas de souci. En plus, il était artisan, il était à son compte, donc vous l'appeliez à 9h le soir, vous étiez en panne, il venait, quoi. C'était plus fort que lui, quoi. C'est à Vezet qu'Estelle et Charles se sont mariés il y a 6 ans. Quatre ans plus tard, ils donnent naissance à une petite fille, Charlotte, aujourd'hui âgée de 2 ans. Artisan électricien, Charles est très apprécié à Vezet. Alberte, sa voisine, le connaît très bien. Il était tellement calme, tellement... Oh, puis un papa poule. Ah, ben sa petite fille, il doit en être un malin. Ah, il la promenait dans la rue, là, avec ses poupées, sa charrette de poupées. Alors, comment Charles Beau a-t-il pu devenir un meurtrier? Aux gendarmes, il affirme que c'était un accident, que Frédéric n'était que légèrement blessé et qu'il l'a vu s'éloigner avant de rentrer chez lui. Une version des faits défendue par les habitants du village. Il y a eu une bagarre. Donc, il a peut-être pensé, ou moi ou lui. Peut-être beaucoup auraient fait comme lui, peut-être moi-même, hein, en se voyant en danger. Et certainement, il a eu le tort, on ne sait pas. Il a eu le tort de prendre ce couteau, mais il n'aurait pas pris le couteau, c'est peut-être lui qui y passait aussi. Jacqueline, la mère de Frédéric, n'est pas d'accord. Elle pense que son fils est mort au cabanon et que son corps a été transporté ensuite jusqu'à la grange dans une brouette. Pour elle, il n'avait pas la force de parcourir cette distance. Il serait remonté jusqu'ici, le virage, et là, ça monte, hein. Moi, quand je monte la côte, c'est vrai, Frédéric était souple, mais dans l'état qu'il était, c'est pas possible, avec 3 coups de couteau. De rouvrir les portes sont très dures à ouvrir. Très dures à ouvrir, très dures à fermer. Jacqueline est persuadée que son fils n'a pas été tué par accident et qu'il y avait même plusieurs tueurs. Il n'était pas tout seul. Je l'ai dit au juge, moi, ça. C'est un complot. Un complot monté par les villageois. Mais les enquêteurs n'y croient pas. Aucun élément matériel ne vient accréditer cette thèse. C'est un personnage qui ne faisait pas l'unanimité dans son environnement géographique, c'est le moins qu'on puisse dire. Ceci étant, de là à dire qu'il y a un complot contre lui, ça me paraît un peu fort. Ce qui est sûr, c'est qu'à Vezet, Frédéric est considéré comme un véritable démon. Quand il y avait un mouvement de lune, eh ben, ça le travaillait, là, alors là... Vous le voyez, il paraissait, il ne vous disait rien du tout. Hein. Il paraissait
Ils allaient en navette, là, ils ne vous causaient pas quand il travaillait. Tous les hangars qui ont été incendiés, c'est lui. On achète des nouvelles poules. Ouais. Un dimanche matin, samedi, on se lève, les poules étaient toutes mortes dans le parc, dans le poularier. Ils les avaient étanglées, dans la machine. Et puis notre voisine là, à côté, vous voyez là, chez nous, elle avait des légumes dans la cave de rentrée. Il a foutu plein de fioles dessus. C'est un malin. Pas vu, pas appris, qui disait. Oui, voilà. Tu m'as vu, tu m'as vu, tu m'as vu. Vol d'outils, destruction de poulaillers, saccage de jardins. La liste des griefs est longue. Frédéric se serait même attaqué à Alberte. Alors il était là, comme ça. Puis il me disait « Alors !» Puis il m'a couru après, mais la porte était fermée. Là. Bon, je me suis dit, moi j'étais là, il arrivait. Je suis sortie par là, là j'ai tourné. J'ai eu juste le temps de fermer la porte, du fond de la grange, qu'il était derrière. Hey, mais t'as des beaux seins pour une vieille de 75 ans. Ah, mais attends, je t'aurai, et puis tu vas voir, tu vas être contente. Alberte Noël, elle a dit qu'il était rentré dans sa cuisine pour lui toucher les seins. Mais moi, je vois pas Frédéric faire ça. Vous l'avez pas cru? Ah non, j'y ai pas cru. Et maintenant, j'y croirai jamais. Il n'a jamais eu de geste déplacé. Même en dansant, même en rigolant, même en chahutant, on peut chahuter sans geste déplacé. Je ne vois pas pourquoi il aurait été voir une petite mère pour aller lui toucher les seins. Les gendarmes connaissaient bien les frasques de Frédéric. Chaque semaine, une plainte était déposée contre lui. Condamné 6 fois pour vol, enlèvement d'animaux domestiques et dégradation, il a même été incarcéré pendant 3 mois. Mais à sa sortie de prison, il est toujours le même. Certains habitants sont à bout de nerfs. J'ai pris une trique, comme il était souvent au lavoir. Je suis allée vers lui, j'ai tapé, il a reçu 4-5 coups de trique, et puis je lui ai dit « Qu'est-ce que tu as fait à mon champ de légumes ?» Puis voilà, je me suis vengée à ma façon. La famille Badet n'a jamais reconnu que Frédéric volait dans le village. Frédéric, redonne ce que tu as pris, je disais. Mais maman, j'ai rien pris, puis il pleurait. Ben, je ne veux pas vous donner ce qu'il n'a pas pris. À 35 ans, Frédéric habitait toujours chez ses parents. Là, il était tout fier, parce qu'il était entre son papa et sa maman. Ben, moi, je suis beaucoup bouleversée. Je pense beaucoup à lui. Quand il voulait me demander quelque chose le soir, puis qu'on était déjà couché, il me frappait à la porte et puis il m'appelait maman. Il disait pas maman, il disait maman. Je l'entends encore m'appeler le soir. Handicapé mental à 80%, Frédéric était incapable de vivre seul. Sa sœur Stéphanie était restée très complice avec lui. Réellement, il a 35 ans et dans sa tête, il a 15 ans, quoi. Il faut lui s'adresser à lui comme un enfant de 15 ans et puis tout roule, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de souci à partir de ce moment-là. Frédéric avait consulté plusieurs médecins. Pour eux, le jeune homme n'avait pas besoin de vivre dans un établissement. On a été voir le médecin. Il m'a dit, j'ai déjà examiné votre fils, il n'a pas besoin de médicaments. Votre fils, il est très bien. Votre fils, il est serviable parce qu'il est des handicapés. Il faisait même le ménage là-bas, puisqu'il se rendait utile, plutôt que rien faire. Alors il m'a dit, dans 8 jours, on vous rend votre fils. Et c'est vrai, dans 8 jours, ils nous ont rendu Frédéric. Pour eux, il n'était pas dangereux? Non, il n'était pas dangereux. Pas du tout. Pas du tout dangereux. Pour Jacqueline, Frédéric était surtout devenu le bouc émissaire des habitants du village. Comme il disait, oui, c'est vrai qu'ils sont méchants, ils s'attaquent toujours à moi. Alors, soit qu'ils le tapaient, soit qu'ils lui lançaient des cailloux. Je dis pas qu'il faisait jamais rien, ça c'est pas... Mais bien souvent, c'était faux, quoi. Je veux dire que parce qu'il avait fait une bêtise, il en a pris 100 pour lui, quoi. Arrivé à Vezet il y a 20 ans, issu de la communauté des gens du voyage, les Badets se disent victimes de racisme. Ici, ben oui, c'est ça, on est des romanichels, on est des manouches, on est des cavolants, on est des voleurs, on est des voleurs. Pour avoir vécu de 9 ans à mes 14 ans, ouais, c'était de l'exclusion,
disais non, ne fréquente pas cette fille-là, elle n'est pas bien. Au village, aujourd'hui, tout le monde prend la défense de Charles Beau et demande sa libération. Aujourd'hui, tout le monde dit il a libéré, il nous fait vivre aujourd'hui. Il mériterait une médaille. Chantal Itier a même organisé un comité de soutien à Charles Beau. Il y a pas loin de 1000 signatures. C'est quand même conséquent pour des petits villages. Charles Beau avait-il une raison de se débarrasser de Frédéric? Son avocat ne lui voit aucun mobile. Charles Beau n'avait pas de sentiment de haine ou de vindicte, de vengeance à l'égard de Frédéric Badet. Ça n'est pas un justicier ni un vengeur qui a voulu mettre un terme aux agissements délictuels de Frédéric Badet. Charles Beau risque la prison à perpétuité. Pour Maître Pichoff, ce drame aurait pu être évité si Frédéric avait été pris en charge par un hôpital psychiatrique. On a laissé les villageois supporter cette situation, avec tous les risques que ça implique pour eux au premier chef, et puis au final, on a un drame. En attendant, le meurtre de Frédéric a brisé 2 familles, celle de la victime, mais aussi celle de Charles Beau. Il le regrette énormément ce qu'il a fait. Il ne pensait pas avoir été jusque-là, mais il aimerait revivre, reprendre sa vie. Jacqueline vit aujourd'hui dans le souvenir de son fils. Elle a fait incinérer le corps de Frédéric. Ses cendres reposent à l'intérieur d'une urne dans sa maison. Je ne veux pas qu'il soit dehors. Il est près de moi. Et je lui parle. Puis j'ai l'impression qu'il me redit quelque chose. Puis quand je lui parle, je fais ma prière, puis je me sens bien. Et toujours ça revient que ces coups de couteau, ces coups de couteau. Le procès de Charles Beau devrait avoir lieu l'an prochain devant la cour d'assises de Besançon. Il risque la prison à perpétuité. Tout de suite, notre reportage avec Police Secours dans les rues du 11e arrondissement de Paris. Les week-ends sont chauds. Non, j'arrive, monsieur. Pourquoi vous faites ça? Monsieur, c'est la police. Histoire de star, Michel Mercier, la grande actrice des années 60, l'interprète d'Angélique Marquise des Anges, ruinée par un escroc. Elle attend beaucoup de la justice. Je n'ai plus rien à moi. Absolument plus rien à moi. Mais d'abord, le portrait d'une experte, Perrine Rogier-Tubert, lieutenant à la police scientifique. Sa spécialité, les scènes de crime. Apparemment, enfin, certainement un corps humain, en tout cas au moins une partie de corps humain. Préfecture de police de Paris, quai de l'Horloge, service de l'identité judiciaire. Spécialité, les scènes de crime. 2000 interventions par an, homicide, viol, suicide, cambriolage. Perrine Rogier-Tubert, lieutenant de police, est une experte. Sa mission, prélever les premiers indices. Le propriétaire d'un immeuble vient d'appeler la police. Une odeur de cadavre a envahi l'entrée. Nous avons été saisis par l'état-major parce qu'il y a un immeuble où il y a des travaux en cours et une forte odeur suspecte s'est dégagée tout à l'heure lorsque les ouvriers ont commencé à creuser. Et il se trouve que dans cet immeuble, la gardienne de l'immeuble est portée disparue depuis 1 mois. Une odeur nauséabonde a envahi le hall. Ah oui? D'ici, ça sent? C'est elle qui doit entrer la première sur la scène du crime. D'abord, elle enfile sa tenue d'expert. Des bottes, une combinaison, une charlotte, un masque et des gants. Là, on met donc une tenue qu'on appelle tenue TSC, en fait, pour se protéger, pour éviter donc d'apporter des éléments sur la scène de crime et surtout éviter de repartir avec des éléments de la scène de crime. Là, vu la taille des mouches, et s'il y avait un cadavre, on n'est pas sur un corps frais. Dans le sous-sol, une dizaine de caves à inspecter. Là, il n'y a absolument aucune odeur. Voilà. Mais un peu plus loin,
Là. C'est là que ça sent. Tu sens? Je suis d'accord avec toi, c'est là que ça sent. Mais alors forcément, ça vient de cette cave. Est-ce que tu vois quelque chose si je t'éclaire? C'est derrière que ça pue. Ouais, ça sent, ouais. Montre. On peut l'ouvrir la première en bas à gauche? On peut tout ouvrir, il suffit d'aller chercher la table. C'est discret. Alors si ça se trouve, c'est là-dessous. Ouais, c'est là-dessous. Là, là-dessous, là. Ouais, il va falloir tout vider. Moi, je trouve que ça sent quand même. L'odeur est localisée. Elle provient de ce sac bleu. Ok? T'as pigé? Bah t'as du liquide viscéral qui coule. Enfin, liquide. On coule là. Le liquide et regarde ce qu'il y a au sol. Le petit verre là. Ouais. Ouais. Et tu vois là, ça coule. Ouais, ça coule. Les asticots. Genre ça? Ouais, vas-y comme ça. Bah c'est non. Donc là, on va commencer un petit peu à figer les lieux. Mon collègue va réaliser un plan des lieux, donc je vais l'aider dans le relevé de cote. Figer les lieux, c'est-à-dire photographier la scène de crime avant de déplacer le cadavre. Photos, plans, mesures, des éléments capitaux pour la suite de l'enquête. Les sacs poubelles seront donc saisis et envoyés au service de l'identité judiciaire. Il y aura donc un examen chimique qui sera réalisé sur le sac plastique pour essayer d'obtenir non seulement traces digitales, mais également, si possible, ADN. Quelques minutes plus tard, dans le hall de l'immeuble, premier rapport aux enquêteurs qui vont prendre le relais. Vous avez trouvé quoi exactement? Donc une valise classique qui s'ouvre avec des sangles et une fermeture. Et donc apparemment, enfin certainement un corps humain, en tout cas au moins une partie de corps humain. Le dos, les épaules, une main, ça c'est certain, il y a une main, en position fétale, le corps. Quelques cheveux, donc ce qui laisse à supposer quand même, j'espère qu'on a la tête. Parce qu'au point de vue d'identification, si on a juste un dos, ça va pas être évident. Le corps est emmené à l'Institut médico-légal. L'autopsie révélera que la femme a été assommée et enfermée vivante dans la valise, où elle est morte étouffée. L'assassin a ensuite emballé la valise dans un sac poubelle. Les enquêteurs sont sur la piste du suspect. À Paris, l'an dernier, 32 crimes ont été commis. 83% ont été élucidés grâce au travail des experts. Un travail difficile, mais que Perrine a choisi par vocation. Je suis rentrée dans la police, mais j'étais très intéressée dès lors pour l'identité judiciaire. La police technique, on était à ses prémices, mais on sentait déjà que ça allait être la police de demain, là, avec des techniques de pointe. Et au bout de 4 ans de voie publique, j'ai pu enfin intégrer l'identité judiciaire de Paris. 4 heures du matin, Perrine et son équipe sont appelés sur une nouvelle affaire. Une femme pendue à son domicile. Perrine va devoir déterminer s'il s'agit vraiment d'un suicide. La difficulté de la découverte d'un corps pendu réside dans le fait qu'il arrive de temps en temps que lorsque nous arrivons, le corps soit dépendu. En général par la personne qui a découvert le corps. Or pour nous, il est important d'avoir toujours la présence du lien autour du cou de la victime. La dame s'est pendue dans le couloir de son appartement. Perrine remarque tout de suite un élément troublant. Les pieds de la victime touchent le sol. Donc ici, nous sommes face à une pendaison. C'est une pendaison incomplète, c'est-à-dire que les pieds reposent au sol et nous avons un point fixe, point d'attache donc, pas très haut. Si la mesure entre le point d'attache et les pieds est suffisamment grande, cela veut dire que la victime s'est sûrement pendue elle-même. Les experts vont vérifier. 60 plus 44, ça fait 2 mètres 4. Les pendaisons incomplètes comme ça sont toujours plus surprenantes parce qu'on a l'impression qu'une pendaison se fait forcément à un point fixe très haut placé. Donc finalement là le corps est à ma hauteur. Un indice qui peut laisser penser à un meurtre. Pour en savoir plus, Perrine va devoir trouver d'autres éléments. Essayer notamment de déterminer le jour et l'heure de la mort. Maintenant, tout dépend évidemment de la corpulence de la victime, de la cause du décès, de l'environnement, de la température. Sur la main, une petite plaie, peut-être un agresseur.
à moins que ce soit le chat de la victime. Si tu vois que les parties, notamment les mains et là les pieds, tu vois, ils sont découverts, ont été mordus, etc., ça veut dire que l'animal est encore dedans. Il faut faire attention parce que l'animal est complètement fou. Il n'a pas mangé depuis un moment. Enfin, il a mangé mais du corps humain et il ne te connaît pas. Et tu rentres et le chat est comme fou, il est passé depuis un moment et tu as forte chance qu'il te saute dessus. Tous les détails sont photographiés en gros plan. Tu vois, ce qui est important, c'est le point fixe. Dans la cuisine, des traces de sang intriguent les enquêteurs. C'est du sang, ça. C'est du sang. Donc je fais un prélèvement. Donc pour cela, je prends un écouvillon. Lorsque nous sommes face à du sang qui est frais, c'est-à-dire qui est encore liquide, on peut prélever comme ça, avec un écouvillon. Maintenant, lorsque le sang est séché, donc date, en fait, je vais rajouter du sérum physiologique à mon écouvillon pour pouvoir bien prélever la tache rougeâtre qui est au sol. Quelques gouttes de sérum phi. Alors déjà, vérifier s'il s'agit bien de sang. Ensuite, s'il s'agit bien de sang humain. Et éventuellement, essayer d'obtenir un profil génétique avec cette trace de sang. Élément capital du travail de Perrine, le relevé des traces sur la chaise. Elles permettront de vérifier si les empreintes appartiennent à la victime ou à une tierce personne. Je vais aller plus près, évidemment, merci. Il faut quelque chose? Non, il n'y a rien de... On est dans les... Il n'y a rien de très probant. Ouais, bah là on est en train de dire des empreintes. Bah, on voit des petits bouts de crête par exemple, d'empreintes, mais simplement ce ne sera pas suffisant pour pouvoir l'identifier en fait. Autre élément important toujours sur ce genre d'affaires, regardez la poubelle de la victime. Tu peux me sortir la bouteille aussi? Rien n'est laissé au hasard, même la poubelle est fouillée. Et le contenu de la poubelle est intéressant. On a déjà des médicaments et ici une fiole de whisky vide. Oui, je comprends. Donc là, on va tenter de faire une recherche de traces capillaires sur cette fiole. Donc on a réalisé les photographies des lieux, on a effectué les prélèvements, on a fait des actes urgents, les actes essentiels, prélever les indices qui risquaient d'être contaminés par la suite ou il y avait un risque de déperdition. Voilà, maintenant on attend les résultats de l'autopsie. Et si l'homicide est avéré, nous reviendrons pour des examens plus approfondis. Mais c'est quand même vous qui gardez l'affaire. Perrine fait maintenant le compte-rendu des indices aux policiers chargés de l'enquête. Comme quoi je remets en fait à la première DPJ le prélèvement. 2 jours plus tard, la thèse de l'homicide est écartée. L'autopsie révélera qu'il s'agit bien d'un suicide. « 22h45, commissariat du 11e arrondissement de Paris. Les équipes de nuit vont prendre leur service. Chauffeur Alpha Boulebin, présent fonctionnaire Grégoire, équipage Luçon. Laurent, Cyril et François-Xavier forment l'équipage du fourgon police secours. Dans les heures qui viennent, ils vont être confrontés à toutes les situations de crise vécues par les 150 000 habitants de l'arrondissement. Jusqu'à demain matin, tout peut arriver. Leur mission est très large. L'assistance aux personnes, c'est notre mission prioritaire. Ensuite, tout ce qui est bagarre, toutes les missions. Toutes les missions sur lesquelles notre radio nous envoie ou les gens qui appellent le 17. Ouais, c'est reçu. 23h15, une bagarre vient d'éclater place de Belleville. Levez-vous, c'est la police. Levez-vous, monsieur. Là, voilà, qu'est-ce qui s'est passé là? Non, j'arrive, monsieur. Pourquoi vous faites ça? Monsieur, c'est la police. Restez là, mais non, monsieur, on veut savoir ce qui s'est passé. On veut savoir ce qui s'est passé, monsieur. Restez là. Je parle avec vous, s'il vous plaît. Ok, on va parler. Je parle avec vous, s'il vous plaît. Parlez. Allez-vous au front, ça veut dire lui. Ça veut dire grand chose, s'il vous plaît.
Cet homme vient de casser la vitrine du fast-food. Le vigile et un client l'ont neutralisé. Vous étiez client? Oui, je suis client, je fais j'achète. Okay. On m'a donné un coup. Ouais. Je sors dehors, il commence à casser les vitrines. Il est là, les vitrines. Ouais. Il commence à casser. Il est venu le vigile. Il m'a dit qu'est-ce qui se passe? J'ai dit qu'il a cassé les vitrines. Oui, vous a tapé où, monsieur? Il m'a donné un coup ici. Un coup là. Voilà. Allez-y, je vais faire un avec l'autre. Allez-y, monsieur. Allez, on monte. Voilà. Pendant ce temps, Cyril essaye de connaître l'identité de la personne interpellée. J'ai fait des mathématiques, je connais la logique, je comprends ce quoi l'autre, et je respecte les flics. Vous êtes flic, monsieur. Vous faites vos... Visiblement, l'homme est en état d'ébriété. Ah. On est d'accord. Comme amour, on est d'accord. Deux ailes. Deux ailes, ouais. L'aile, on va dire. L'aile gauche ou l'aile droite. Bon, monsieur, vous voulez déposer plainte ou pas? Pour le vol, pour les violences? Je veux pas poser plainte, cousin. Allez, bonne soirée. Est-ce que ça arrive souvent? Ouais, ça arrive très souvent. On ne sait pas pourquoi, dû à l'alcool, on ne sait pas pourquoi ils n'ont pas envie de déposer plainte. Des fois oui, des fois non. Peut-être que le lendemain ils se décident, ils viennent déposer plainte et sur le moment ils ne veulent pas. J'ai besoin de savoir monsieur, parce que lui, pardonne-moi. Non, mais vous ne me faites pas cheux, s'il vous plaît, monsieur le flic, je vous respecte. Mais le chute, je l'aime pas. Moi je vais faire pas mes clients. Après 10 minutes, Cyril parvient quand même à connaître le prénom. Je parle encore. L'homme a visiblement beaucoup trop bu. Les policiers l'emmènent au commissariat pour mesurer son taux d'alcoolémie. Ni vous, ni l'autre. J'oublie aux ordres, s'il vous plaît. Faites là-bas. J'oublie aux ordres. Voilà, dites-moi ta route. Prenez une bonne inspiration, ok? Allez, soufflez. Encore. C'est bon ça, continuez. Super, c'est bien. 0,85. Merci monsieur. Super. Un taux très élevé, l'homme passera la nuit en cellule de dégrisement. S'il vous plaît, monsieur. Pratiquement à la nuit, je pense qu'il y a au moins 80-90% des interventions où l'alcool est pour quelque chose. Le 11e est ce qu'on appelle un arrondissement branché, notamment vers la place de la Bastille, la rue de Lappe ou la rue Oberkampf. On y recense plus de 1500 bars et discothèques, un record national, mais aussi l'origine de la plupart des affaires traitées par la police. Il est 2 h du matin. Cyril remarque un homme qui en bouscule un autre, couché sur le trottoir. Bonsoir. Qu'est-ce qui se passe là? Listen, parle anglais. Bonsoir monsieur. Parle anglais? Yes. Okay. Just a little. Okay, this is my... Stand up. Parlez français monsieur? Okay. This is my boyfriend from New York City. I'm from New York City. Yeah. Okay. He drank. He drank? He drank. I drank too. Okay. He's mad at me because I said hello. Yeah. Hello, bonsoir. Yeah. To somebody. Yeah. Donc petite dispute. C'est juste une petite dispute et on s'est engueulé, machin, parce qu'il doit repartir aux États-Unis dans pas longtemps. Ouais. Et voilà, et ça part en vrille vite fait parce que. Non, il n'y a pas de coup. Voilà, non, c'est inquiété, on vous a vu au sol, on pensait qu'il y avait un problème. Je sais. I have a ticket back to America, October. Yes, okay, no problem. Okay, it's okay, okay. You understand? You understand? It's okay. I explained to him. I love you. I did that. I didn't mean to hurt you. I know. So tell the TV fucking Okay, that. it's okay. Ok. Bon. Allez messieurs. L'histoire se termine bien, les deux amoureux reprennent leur conversation plus posément. À nous, quand même, notre premier rôle, c'est d'écouter. Là, c'était 2 personnes, donc d'écouter les deux, de savoir un peu ce qui s'est passé pour régler après la situation. Qui, à mon avis, a plus de résultats que la force, c'est uniquement la force. Le dialogue, c'est quand même, et la diplomatie, c'est quand même une priorité dans ce travail, d'avoir le contact avec les auteurs comme les victimes d'ailleurs. Hein. Une demi-heure plus tard, 2 scooters viennent de se percuter, boulevard Voltaire. Les hommes de police secours vont faire les premières constatations. Avec qui il y a eu l'accident? Avec madame. Avec vous? D'accord. Vous arrivez rue de Montreuil? Je descends, madame grille le feu. Elle grille le feu? Attendez, moi j'étais derrière, monsieur. Non, mais c'est derrière. Elle est
Il y avait les clés du scooter. Sur la même hauteur. Mademoiselle, vous êtes blessée? La jeune femme avoue avoir bu quelques verres. Vous avez consommé de l'alcool ou pas? Je vais voir. C'est-à-dire un peu. Cyril, notre partie reste là. Chacun d'un côté, ok? Prends toutes les infos de madame. Hein? Ok. Laurent va tester l'autre conducteur. Encore. C'est bon. On boit pas. Il n'y a pas d'alcool. On va voir. Non, on boit pas, monsieur. 0. Vous avez beaucoup bu? Je crois pas, j'ai bu 3 verres, mais j'ai pas dormi depuis 48 heures, je me suis pris une folle. J'ai bu 3 verres de vin, j'ai pas dîné, voilà. Ouais. Mais ils m'ont tellement fait peur, c'est con. Ils m'ont pris mes clés, ils m'ont empêché de bouger, de partir. Mais je dis, je pars pas, quoi. J'accepte, je voulais même l'emmener à l'hôpital. Oh, le pot, il tient plus. Le rétro. Le pot. Oh, le pot. Le frein. Monsieur, regardez comme ça, vous dites pas comment, regardez. Non, mais on a vu. Monsieur, Tout ça à cause de l'alcool. Ouais, tout ça. Son alcool, là. À cause, sous l'emprise de l'alcool. Arrêtez de crier. Tout ça, bah ouais. Vas-y, arrêtez de crier, L'alcool, c'est pire que le shit, hein. Le frein arrière, c'est... Bah ouais. Plus de peur que de mal, les jeunes rentrent chez eux. Les policiers emmènent la jeune femme au commissariat pour mesurer son taux d'alcoolémie. S'il est au-dessus de 0,40 g, cela constitue un délit et la jeune femme restera en garde à vue. Bonne inspiration. Là, c'est bon, très bien. 0,33 g, la jeune femme rentrera chez elle. Mais au-dessus de 0,25 g, c'est une contravention. La jeune femme sera verbalisée. Elle devra payer une amende de 90 €. Vous êtes verbalisé pour la conduite sous l'impérialité alcoolique. Ouais. Pour le souffle à 0,33 mg par litre. Donc je vais vous demander une signature. Vous écrivez votre nom, vous reconnaissez ou vous ne reconnaissez pas la contravention. Voilà. La jeune femme repart à pied. Elle récupérera son scooter le lendemain au commissariat. La nuit se termine pour l'équipage. Tous les week-ends à Paris, près de 700 personnes appellent police secours. Mais les 2 tiers des appels ne sont pas de vraies urgences et nuisent à ceux qui en ont vraiment besoin. Alors n'appelez le 17 qu'en cas de véritable nécessité. Cannes. C'est ici que vit une des plus grandes actrices françaises, Michel Mercier. Ruinée, victime d'un escroc, elle se bat depuis plus de 12 ans pour retrouver son bien. Angélique, marquise des Anges, c'était elle. Eh oui, c'était moi, pas un peu, beaucoup. Dans la mesure où je suis, c'est vrai, quelqu'un de direct, passionné, rebelle, et oui. Angélique, c'est 5 films et un succès planétaire. Avec ce rôle, Michel Mercier est encore une star aujourd'hui, à Moscou et dans tous les pays d'Asie. Michel, vous avez dépassé le 1 million, c'est ça, de DVD vendus pour... Ouf, oui, de très loin. De très loin. Dans le monde entier? Ah ben oui, bien sûr. Cet immense succès populaire lui apporte la gloire et la fortune. Elle côtoie les plus grands. Yves Montand, Jean Gabin, Brigitte Bardot, Charlie Chaplin. Mais ensuite, c'est la traversée du désert. Ça, c'était terrible pour moi. Ça faisait des années que je ne travaillais pas. Sous prétexte qu'Angélique, et qu'on me voyait qu'en Angélique. Mais arrêtez, quoi. C'est absurde. J'ai fait 30 films avant Angélique, en vedette, hein, pas des petits rôles. Avec Gassman, avec les plus grands acteurs du cinéma italien, américain aussi, avec Charlton Heston, Bronson, Curtis. Je fais quand même
des choses formidables. Non, non, là, tout d'un coup, c'était... Non, c'est plus... angélique. Dans les années 80, les malheurs s'accumulent. Elle perd son compagnon, Michel est désespéré. Quelque temps plus tard, elle rencontre un homme. Il s'appelle René Leport. Michel ne sait pas que c'est un escroc qui va lui dérober toute sa fortune. Mais j'étais extrêmement déprimée, extrêmement... C'est quelqu'un qui devait savoir s'y prendre et connaître, puisqu'il a sûrement fait ça souvent depuis que je l'ai appris, le genre de personne qui en profitait, qui voyait très bien la faiblesse. Et c'est tout, non, j'avais besoin d'une épaule, j'avais besoin d'un ami, j'avais besoin d'un copain. En 1990, Michel décide de s'associer avec René Leport. Leur projet, créer une maison d'édition. Michel a confiance, elle lui laisse la gestion de la société. De retour d'un tournage en Amérique du Sud, elle découvre qu'il lui aurait volé plus de 400 000 €. Le malheur, c'est que personne ne savait que ce monsieur était déjà interdit de gérer depuis 15 ans. Pour 15 ans. Pour 15 ans. Qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il avait fait ce qu'il a fait avec moi, mais avec une grosse société qui est d'ailleurs de sa famille. Et il y a 500 personnes sur la paille. La semaine prochaine, dans Fait divers le Mag, notre enquête sur les violences familiales. Dans le Pas-de-Calais, une brigade de police spéciale a été mise en place. Bonsoir monsieur. Ok. D'accord. 4 fois, monsieur, c'est vous. 4 fois. Ouais, mais ça fait 4 fois, monsieur, ça fait 4 fois de trop. Pellicano, le détective privé qui fait trembler Hollywood. Sexe, drogue, alcool, il sait tout sur les plus grandes stars. Mis au banc des accusés, il pourrait parler. Il y a un climat de peur à Hollywood. Votre carrière peut s'arrêter d'un coup.